Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Football ivoirien, le parcours des éléphantos montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Alors, une question LGT pour vous, amoureux du sport. Football ivoirien, le parcours des éléphantos montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Bien sûr, pour nous joindre, vous aurez le téléphone de l'A3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le numéro est inscrit en bas, justement. Vous pouvez noter le numéro. Bien, vous avez la page Facebook de l'A3. 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. C'est maintenant avec les membres de la team déjà présents sur ce plateau. Déjà, on aura Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Merci, je vais très bien. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ça fait un bon moment. Ouais, ça fait un bon moment, mais je suis de retour. Mais on vous suit de loin dans la grande team, justement avec votre équipe qui est Kafak. Voilà, et puis félicitations. Merci beaucoup. Et puis c'est un plaisir donc de retrouver Coach Alain. Vous, au moins, vous me redonnez un peu le sourire après ce que vous saviez, très cher. Allez, nous sommes donc en direct sur la 3, amoureux du sport. Nous aurons donc LGT News, nous aurons les stats du jour et bien sûr l'actu avec la question LGT que je vous redonne. Football ivoirien, le parcours des éléphantos montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Et le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3. On démarre avec LGT News. C'est maintenant, on y va. LGT News. Ouvrons les news avec le MMA. 11 combats de feu à l'acte 3 d'Éric Favre MMA. L'événement est prévu pour le 17 mai prochain à Abidjan. Les projecteurs seront braqués sur cette soirée pugilistique qui promet des étincelles car au menu sont prévus 11 combats dans l'octogone, dont le combat vedette de 5 rounds en 3 minutes qui va opposer l'Ivoirien Mozo Ulrich Francis à son challenger égyptien Ahmed Tarek, détenteur de la ceinture des moins de 70 kg. Le combattant ivoirien aura pour mission de conserver son titre acquis à la Ligue Éric Favre Nation MMA. À la table de séance hier, pour annoncer lui-même l'événement au cours d'une conférence de presse à Trècheville, le promoteur dont le gala porte son nom a invité les férus de cette discipline à effectuer en masse le déplacement pour vivre un spectacle digne de Las Vegas. L'acte 3, après celui de novembre 2024 à Abidjan, puis Lomé la semaine dernière, se veut un cadre d'expression pour les jeunes amoureux du MMA. Pour ce show, ce sont 12 nationalités qui vont rivaliser d'ardeur à ce gala. Il s'agit du Nigeria, du Sénégal, du Burkina Faso, du Gabon, de l'Algérie, de l'Angola, des États-Unis, pour ne citer que ceux-là. Les compétences, vous savez, on dit souvent qui se ressemblent, s'assemblent. Et on a rencontré avec Ibrahima une équipe extrêmement dynamique, impliquée pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'Afrique puisse se professionnaliser, que les jeunes puissent trouver des emplois. Donc on a bien fité, comme on dit, et on a décidé de faire cet événement en coproduction et dans un schéma purement télévision. Il sait déjà, si c'était moi, j'ai refusé le combat. Si c'était moi, des combats face à moi, il devait refuser le combat parce qu'il sait que je suis capable de quoi. Donc s'il a accepté le combat, il sait pourquoi. C'est pourquoi l'accepter. Il sait, il compte sur quoi. Mais moi, c'est qu'au premier round, il va le terminer. Il va le terminer au premier round. Ça, c'est sûr. Tennis Côte d'Ivoire Open. Eliakim Koulibaly et Benoît Paire sortent d'entrée. La deuxième journée de l'ATP Côte d'Ivoire Open n'a pas souri à l'Ivoirien Eliakim Koulibaly et au Français Benoît Paire. L'espoir du tennis ivoirien Eliakim Koulibaly a été sorti par le Marocain Taha Bahadi en 3-7, 7-5, 4-6, 6-4 dès son entrée hier mardi sur le court central du Sofitel Hôtel Ivoire. L'aventure en simple s'arrête pour Eliakim Koulibaly. Il doit désormais lorgner le double pour sauver le premier tournoi ATP sur sa terre natale.
Ouais, je suis vraiment déçu de cette prestation. Déçu mais pas déçu parce que j'ai tout donné. Et l'essentiel c'est ça, c'est de tout donner, peu importe. Je peux pas contrôler de gagner ou de perdre, tu vois, mais finalement c'est passé de son côté. Donc je suis vraiment déçu, mais il va falloir passer ce cap-là et essayer de faire mieux la semaine prochaine. Dans l'autre grosse affiche de la soirée, le Français Benoît Paire, ancien numéro 18 mondial, n'a pas fait le poids face à l'Estonien Daniil Glinka. La première manche est pour l'Estonien de 24 ans. Plus incisif, il pousse le Français à commettre beaucoup de fautes. Il s'impose logiquement à 6-4. Malgré le retour du Français au deuxième set remporté 7-5, Glinka reste solide et s'adjuge le troisième set 6-4. Le cours central du Sofitel repart sur une note de tristesse dans cette soirée du 15 avril. À présent, le chapitre football. Italie. Christian Kwame opéré avec succès. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, blessure contractée face à Cagliari en Série A. Football ivoirien, le parcours des Éléphanteaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? C'est donc la question LGT de ce soir et ce sera le sujet du débat dans l'actu. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou bien vous avez toujours accès à la page Facebook de la 3. On démarre le débrief des news à présent. On commence avec Balo. Balo, avec vous, on parle de Serhou Guirassy. Oui, Serhou Guirassy qui explose les compteurs. Il a été auteur d'un triplé face au FC Barcelone. Et bien de cette envergure, c'était Didier Drogba en 2012 face au Bayern Munich où il nous a sorti un coup de tête rageur pour cette finale de Ligue des Champions. Donc il s'est inscrit de fort belle manière sur les pas de joueurs comme Drogba, mais il a fait mieux avec un coup du chapeau. Il faut savoir que Serhou Guirassy, en termes de statistiques, c'est 28 buts en 40 matchs cette saison. 14 buts en 13 matchs de Ligue des Champions et 4 passes décisives. Véritablement, c'est un rouleau compresseur, c'est un joueur qui explose les compteurs. Et il faut savoir qu'il est encore bien parti cette saison pour marquer le plus grand nombre de buts parce qu'au niveau de la Bundesliga, il reste 5 journées et il a encore la possibilité d'accroître son compteur but qu'il avait déjà mis en évidence avec le VfB Stuttgart. Donc en réalité, c'est un joueur exceptionnel qui est complet, bon sur les duels aériens, bon dans les placements, bon dans le jeu en profondeur et à droite devant les buts. Donc effectivement, on a un grand joueur qui peut à la fois postuler pour le Ballon d'Or européen, éventuellement pour être bien classé vu que le Borussia Dortmund était éliminé et pourquoi pas un potentiel Ballon d'Or africain. D'accord, en tout cas 4 records pour Serhou Guirassy. Et puis en Italie, on s'intéresse à Christian Kwame opéré avec succès. Coach Alain. Effectivement, ça fait la deuxième fois que Christian Kwame se blesse au genou. La première fois, c'était au genou droit et en 2019, où il avait passé 3 mois encore de blessure avec un ligament croisé intérieur du pied droit. Cette fois-ci, rapidement possible parce que les ligaments croisés ne se guérissent pas facilement. Il y a vraiment un gros processus derrière, mais comme ce n'est pas la première fois qu'il se blesse, et je sais que c'est un guerrier et il va venir très fort après cette blessure. En tout cas, prompt rétablissement à Christian Kwame. Et puis, CAN U20 Égypte 2025, le Sénégal conteste le repêchage de la Tunisie. Oui, évidemment, l'affaire de la plainte de la Fédération sénégalaise sur le repêchage de la Tunisie pour participer à la CAN des U20 qui aura lieu très très bientôt. Bon, sur les raisons évoquées par rapport au repêchage, j'ai lu quelque part que la Tunisie est la meilleure équipe non qualifiée de la compétition. C'est une décision qui a été appuyée par l'UNAF. L'UNAF, c'est l'Association des fédérations du Nord. Et pour compléter le tableau. Alors, sur ce que j'ai lu également, Motsepe, le président de la CAF, était un peu réticent, mais finalement, il a cédé sur cette proposition. Et donc, la fédération sénégalaise ne comprend pas bien. Elle n'est pas d'accord avec ce repêchage-là. Elle estime qu'il y a une violation flagrante des statuts et des règlements de la CAF en insistant sur l'éthique et l'équité au niveau du sport. Ben, moi, j'avoue que je partage pleinement la colère donc, des dirigeants sénégalais sur ce repêchage. Parce que sur la compétition, on était à 12 qualifiés. Et comme la Côte d'Ivoire est éliminée et repêchée en tant que pays organisateur, on est passé à 13 qualifiés avec une poule à 5. La Côte d'Ivoire a désisté. Finalement, c'est l'Égypte qui est le pays organisateur. Or, il se trouve que l'Égypte était déjà un pays qualifié. Donc, naturellement, on revenait à 12 équipes
soit 3 poules de 4. Et là, la CAF, surprise, va repêcher à nouveau la Tunisie. Qu'est-ce que cela représente exactement? J'avoue que la donne est complètement incompréhensible. On est passé désormais à 13 nations pour une affaire qui était quasiment réglée avec le retrait de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un repêchage pour nous titiller un peu, pour se moquer de nous, du fait que, bon, vous n'avez pas voulu organiser, nous, on met un 13e pour nous faire mal, je n'en sais rien. Mais j'avoue que j'encourage le Sénégal à saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, parce que j'estime que c'est une décision qui n'est pas du tout justifiée. Il y a 12 qualifiés, il y a 3 poules de 4, il n'y a aucun problème là-dessus. Un 13e repêché, pour des raisons qui ne sont pas totalement fondées, les Sénégalais ont parfaitement raison de parler des violations de l'éthique et de l'équité en matière de football. Joseph Diati, oui, votre avis sur la question? Bon, il faut dire aussi que la Tunisie n'est pas la seule nation repêchée. Il y a eu d'abord la Centrafrique qui a été aussi repêchée suite à la suspension du Congo. Donc, il y a tout cet imbroglio un peu à la CAF qui fait qu'il y a une institution légitime du Sénégal. Voilà. Et puis, bon, il faut dire qu'au bout de la compétition de la CAN U20, il y a une qualification pour la Coupe du Monde. Oui. Voilà. Avec ce pays qui vient s'ajouter, bon, c'est une autre place qui est disputée aussi pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc, la plainte du Sénégal est légitime, bon, quoique il y a aussi vraiment quelques petits problèmes depuis qu'il y a l'affaire de l'élection du Conseil de la FIFA, où le président Senghor a été éjecté en tant que vice-président de la CAF, premier vice-président de la CAF, mais il ne s'est pas senti soutenu. Donc aujourd'hui, bon, il est un peu braqué. Et cette fois, sa plainte est légitime. En tout cas, franchement, il n'y a pas de critères. La CAF a un peu un mode de fonctionnement un peu ambigu, qui fait que les choses ne sont pas très claires. Donc c'est tout à fait normal que le Sénégal se plaigne. Très bien, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas, dans quelques secondes seulement. On se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Les derniers quarts de finale, retour de la Ligue des Champions de l'UEFA se jouent actuellement. Et voici les résultats des matchs en cours. Real Madrid, Arsenal, 1 but partout. Et Inter Milan, Bayern Munich, 2 buts partout. Voilà. Une autre information pour vous, amoureux du sport, Gabon. Décès tragique d'Aaron Boupendza. Le monde du football est en deuil. Une terrible nouvelle en provenance de l'Asie a créé la désolation totale. Aaron Boupendza est décédé. L'attaquant international gabonais, selon les premières informations, serait tombé du 11e étage de sa résidence en Chine. Et même si les circonstances officielles du décès du joueur n'ont pas encore été révélées, sa disparition a fait réagir le nouveau président gabonais, confirmant la mort de son ressortissant à travers un tweet ce matin. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Allez, nous passons à présent au Sabuzz de ce soir. On y va. Dans le Sabuzz de ce soir, on s'intéresse à Odilon Cossonu qui revient après 2 mois. Oui, 2 mois d'absence. Nous avons des nouvelles pour Odilon Cossonu et elles sont bonnes pour le défenseur international ivoirien. Cette vidéo nous plante le décor et après on se retrouve pour en parler. On regarde. Voilà, Odilon Cossonu de retour après 2 mois d'absence. Balo, c'est une bonne nouvelle. Oui, très très bonne nouvelle. Je pense qu'il a apporté beaucoup à cette équipe de Côte d'Ivoire, notamment sur la Coupe d'Afrique des Nations où sur certaines rencontres, il a montré sa science du placement. C'est un joueur assez intelligent dans le jeu. Il avait eu une très belle saison avec le Bayer Leverkusen où il a été champion d'Allemagne. Donc, c'est un plaisir de le retrouver pour son apport éventuel à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que, certes, on a une charnière centrale qui s'est installée avec Evan Dika et bien sûr Emmanuel Agbadou, mais on n'est pas à l'abri de, si vous voulez, d'absence involontaire. On a eu la preuve avec Evan Dika qui a dû regagner son club avant le match face à la Gambie. Donc, le fait d'avoir une multitude de joueurs en défense, eh bien, ça nous rend service, d'autant plus que Odilon Cossonu a déjà l'expérience du groupe et est un joueur de grande qualité. Donc, j'exprime un satisfecit, surtout par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire. En tout cas, on peut dire que c'est un retour salutaire pour le joueur, déjà qu'on le croyait out pour la saison. Oui, ça a été vraiment très bien pour lui de revenir rapidement parce que on peut dire même que c'est un miracle. Un miracle en 2 mois, revenir d'un tendon d'Achille. Il faut louer le professionnalisme des médecins qui ont
tout de suite mis Odilon Cossonneau sur pied. Et puis maintenant, à lui de travailler rapidement, de travailler dur pour revenir dans la compétition. On croise les doigts parce que ça sera un apport essentiel pour la défense des FAMS parce que c'est quelqu'un qui a une très grande expérience et puis c'est quelqu'un aussi qui peut jouer milieu défensif, il peut dépanner en latéral droit. En tout cas, c'est un joueur complet. Moi, je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il va vite revenir pour les futures échéances avec les éléphants. Oui, José Diati, Odilon Cossonneau. Oui, bon, c'est un excellent joueur. Hein. Déjà, moi, je dis qu'il est vraiment... On s'étonne peut-être de sa rééducation, sa remise en jambe rapide un peu. Bon, vous savez aussi qu'il n'a pas une masse musculaire aussi importante. Hein. La blessure, on peut donner la date. Le médecin peut dire au bout de 3 mois, mais tout dépend aussi de la masse musculaire. C'est-à-dire, la même blessure qu'Adengra a peut vite disparaître, contrairement à des joueurs qui ont une masse musculaire, peut-être comme les Drogba, comme les choses. Donc, c'est normal qu'ils reviennent un peu vite. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et surtout pour son club. C'est un joueur qui est très polyvalent, comme l'a dit coach Alain. Et puis, il est très apprécié par Guy Demel, qui a lui-même joué en Allemagne, qui apprécie vraiment les joueurs d'Allemagne et qui a été un homme déclencheur pour sa venue en sélection. Parce qu'il est très polyvalent. Vous l'avez dit, hein, son retour pourrait être possible donc, pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais aussi pour son club. Est-ce qu'on pourrait le retrouver, Roger Stéphane, dimanche, déjà face au Milan AC? Bon, j'ai lu qu'on annonce son retour contre la Lazio le 20 avril 2025 et contre Bologne. Enfin, c'était prévu également contre Bologne. Maintenant, on attend de voir parce que le staff est un peu prudent quand même par rapport à son retour. Parce que quand il s'est blessé au mois de janvier, son indisponibilité, c'était entre 3 et 4 mois. Là, ça a été fait très très vite. En 2 mois, il devient quasiment opérationnel. Mais il va falloir un peu appuyer le pied sur le frein pour ne pas aller très très vite avec le garçon. Mais dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle pour lui. D'abord parce qu'il va retrouver la compétition. Il était en difficulté du côté de Leverkusen. Il est arrivé à Atlanta. Il avait commencé à jouer quelques bouts de match. Ça s'est passé bien pour lui. C'est une bonne nouvelle pour son club. Le club d'Atlanta qui fait une très belle saison. Je crois qu'Atlanta est 3e au niveau de la Série A. Une place qualificative, si je ne m'abuse, pour la Ligue des Champions. Donc le club va retrouver un joueur sur qui il comptait. Et puis, il va terminer en beauté la saison. Sa saison n'est pas finie, elle continue, il va jouer, il va célébrer tout ce qu'il a à célébrer avec l'ensemble du club sur l'ensemble de la saison. Maintenant, après, derrière, oui, il y a les éléphants de Côte d'Ivoire. Au mois de juin, on a un tournoi du côté du Canada. On espère qu'il va retrouver de la compétition et qu'en juin, il sera opérationnel. Dans tous les cas, c'est un formidable garçon qui a gagné sa place au niveau pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Faël MS l'aime beaucoup. Faël MS l'aime bien. Moi, je trouve parfois que c'est un défenseur qui est un peu dangereux parce qu'il lui arrive de faire des fautes. Mais c'est un garçon qui est fort, qui est brillant, qui est dur sur l'adversaire. Il a une qualité défensive qui est appréciée par Faël MS. Donc, dans tous les cas, le retour de Odilon Cossonneau est une très, très bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et on espère que cela va se matérialiser rapidement avec la reprise au niveau des championnats. Et évidemment, au mois de juin prochain, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et il a une très très bonne taille, hein. Ballot, vous en parlez tout à l'heure. Oui, justement, il s'en sert bien sur les coups de pied arrêtés. J'évoquais le fait que sur la CAN, notamment face au Sénégal, là aussi, il a été brillant, mais cette grande taille-là lui permet donc d'asseoir... Commencer par le Mali. Oui, effectivement, par le Mali, c'est vrai, son carton rouge a un peu entaché sa prestation, mais surtout face au Sénégal, pour moi, il a été très bon. Et surtout, il faut louer aussi sa polyvalence. C'est vrai qu'il y a cette grande taille qui lui permet d'être à l'aise dans les duels aériens, d'être à l'aise dans les duels physiques, mais surtout sa polyvalence. Il peut à la fois jouer défenseur central et latéral grâce à sa qualité de coup de pied. Donc, effectivement, c'est du pain béni pour l'Atalanta Bergame, son retour, et surtout pour la sélection ivoirienne. Oui, José? Oui, il est dans le même registre, typiquement le même registre que Guy Demel, quand Guy Demel était en sélection. Ouais. Guy Demel pouvait jouer milieu défensif, il a même joué latéral droit. Ouais. Il peut jouer derrière, il peut jouer milieu, il peut jouer défenseur central. C'est-à-dire c'est un joueur qui est très polyvalent. Et c'est pourquoi, justement, il a une importance capitale dans la sélection, parce qu'à tout moment, on peut l'utiliser à la Lyon Nagbe, quoi, c'est ça. Ouais. Odilon Cossonneau, donc très polyvalent, comme vous le dites. Hein. Déjà, voyons l'affiche de Cossonneau sous les couleurs de son club en Italie. Oui, donc il est ivoirien, il mesure 1,88 m, il pèse 72 kg, il est défenseur central. Il a écopé de 2 cartons jaunes et 0 carton rouge lors de la saison 2024-2025. Il a disputé
Donc, une Super Coupe d'Italie, un match de Super Coupe d'Italie, 12 matchs de Serie A, 4 de Ligue des Champions, au total 17 matchs pour un temps de jeu de 1051 minutes. 1051 minutes. 51 minutes. Ouais. Coach Alain, bon, quelle analyse vous faites déjà de son temps de jeu en dehors de cette courte période, on va dire, de blessure? Ben, écoutez, il y a la période d'abord d'adaptation qu'il a eu avant d'être titulaire, avant de commencer à jouer à Atlanta, parce qu'il revient de l'Allemagne, il arrive en Italie. D'abord, dans un premier temps, ce n'est pas le même championnat. Donc, il a fallu mettre du temps d'abord pour entrer dans les choix de l'entraîneur. Et puis après, quand il est rentré tout de suite, il a essayé d'imposer sa marque, il a essayé d'imposer sa qualité, ce qui a permis à Odilon Cossonu de jouer match par match. Et malheureusement, il s'est blessé au moment où il était en train de monter en puissance. Et puis, après, il se blesse. Maintenant, il va revenir et comme je le disais tout de suite, c'est un joueur qui est pétri de qualité, mais un joueur aussi qui est mentalement fort. Donc tout de suite, il va commencer à se remettre dans le bain et je suis sûr que d'ici le match en juin, d'ici le tournoi de juin, il va forcément être appelé par FAMS. Bon, mais honnêtement, sa saison est difficile quand même, on va le reconnaître, parce qu'il a perdu sa place de titulaire vers la fin du côté de Leverkusen. Il était titulaire, après il a perdu sa place de titulaire. En allant à la Coupe d'Afrique, il n'était pas titulaire avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était Ousmane Ndika. Il a gagné sa place dans la compétition. Même quand il gagne sa place dans la compétition, il fait un match un peu pourri face à l'équipe du Sénégal, c'est bien ça. Il prend un carton. Face au Mali. Face au Mali, voilà. Il prend un carton, provoque un penalty. Après, il revient dans la compétition. Ensuite, il change de club pour aller du côté de l'Italie. Il commence à jouer un peu et il se blesse. Bon, honnêtement, c'est une saison un peu difficile pour le garçon, avec beaucoup d'épreuves. Là, il joue que 12 matchs. Maintenant, c'est à lui de travailler parce que dans l'as de la défense des éléphants, il y a du beau monde. Et il y a un garçon qu'on appelle Emmanuel Agbadou, qui est en train de faire une super saison en ce moment du côté de l'Angleterre avec Wolverhampton, qui a pris le pouvoir aux côtés de Ndika. C'est à lui de travailler parce que quand on parle de sa polyvalence dans le couloir droit, dans le couloir droit, vous avez deux sacrés clients qui sont Senghor, Wilfried et Doué. Donc, évidemment, quand il revient à la compétition, il faut qu'il travaille, il faut qu'il se batte énormément pour pouvoir avoir sa place. Mais bon, il a de la qualité, on ne va pas se le cacher. C'est un garçon qui est pétri de talent. Moi, j'aime dans l'ensemble sa façon de jouer défensivement. Parfois, j'ai des craintes sur son duel en 1 contre 1 parce qu'il est très dur, il provoque des fautes. Mais en dehors de ça, c'est un formidable garçon. Je pense que s'il travaille, il peut retrouver sa place dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, José Dati, vous désirez ajouter? Oui, en fait, dans une sélection, quand il y a concurrence, après, c'est la polyvalence qui prime. Voilà, c'est la polyvalence qui prime. Voilà. C'est-à-dire, les postes sont doublés et tout le monde est efficace. Mais après, quand l'entraîneur doit prendre quelqu'un dans son porte-bagages, il regarde après le joueur polyvalent. C'est un peu comme Yo qui prenait Lyon Nagui. C'est-à-dire, il était toujours dans la sélection. Parce que, même s'il a un effort, parce qu'à tout moment, c'est-à-dire qu'on parle de concurrence, mais Odilon n'est pas en concurrence sur le côté droit. N'est pas en concurrence avec quelqu'un sur le côté droit. On parle en cas de défaillance. Sur le côté droit, il pourra jouer. Qui peut jouer? En cas de défaillance, si on a un milieu défensif qui est défaillant, qui peut jouer? En cas de défaillance, dans l'axe central, s'il y a un problème, qui peut jouer? Ce sont des gens de joueurs-là. Souvent, on se demande comment est-ce qu'ils se retrouvent toujours dans les sélections. Mais en fait, c'est ça leur force. Et je donne l'exemple de Lyon Nagueux, en sélection nationale. C'est-à-dire, c'était le tournevis. L'ancien joueur de l'Africa. Voilà. Yo Marcel le portait toujours, il était toujours dans la sélection. Parce qu'à tout moment, s'il y a une défense quelque part, il est là et il joue bien son rôle. En fait, c'est un peu ça. Oui, coach. Aujourd'hui, on a des problèmes avec la blessure de Seri Jean-Michel. Pourquoi pas? On peut essayer Odilon Cossonu, qui peut nous sortir un match exceptionnel. Et puis après, au fur et à mesure, il va prendre ses marques. Et puis tout de suite, on peut se dire, bon, OK, maintenant, Seri Jean-Michel peut aller tranquillement à sa retraite parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail colossal. Donc c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes défensivement et aussi à des postes stratégiques au milieu de terrain. Donc on lui souhaite bonne chance et moi je suis sûr que FAMS, s'il joue ne serait-ce que 5 matchs au maximum, FAMS va l'appeler. Et c'est toujours un plaisir de revoir les interventions d'Odilon Cossonu, aussi bien en club qu'avec les éléphants. Suivons ensemble. Voilà, Odilon Cossonu de retour. Donc voilà, on est tous heureux. Allez, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. Nous nous retrouvons seulement dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. Les stats du jour, c'est maintenant. On y va. Alors 13. Grâce à son triplé mercredi face au FC Barcelone, Serhou Guirassy est l'actuel meilleur buteur de la Ligue des champions de l'UEFA. Avec 13 réalisations, l'attaquant guinéen de Dortmund bat de 2 unités le record de Sébastien Haller et devient le meilleur buteur africain de l'histoire de la compétition sur une édition. 10. Romelu Lukaku compte 12 buts et 10 passes décisives en 30 matchs avec Naples. L'attaquant belge est le premier joueur en double-double, au moins 10 buts et 10 passes décisives dans le championnat italien. Cette saison, il est surtout l'actuel meilleur passeur de la Série A. 3. L'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus de représentants en demi-finale des Coupes africaines cette saison. Avec 3 clubs qualifiés, ce sont Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates en Ligue des Champions, Stellenbosch FC en Coupe de la Confédération. On en parlait, hein, Balo, Serhou Guirassy, oui. La performance de Serhou Guirassy. Oui, très belle performance. Hein, et, on le dit, hein, il égale Sébastien Haller, qui avait eu ce record avec l'Ajax d'Amsterdam. Donc, je le disais, c'est un joueur assez complet. Il faut dire que depuis quelques années, la Guinée n'avait plus ce facteur X. On a eu des joueurs comme Pascal Findounou, comme les Titi Camara, si on remonte un peu plus loin. Mais Serhou Guirassy apparaît comme étant une certaine résurrection au niveau de la qualité des joueurs, même si encore le Sili national de Guinée semble ne pas être une équipe assez régulière, mais il faudra compter avec Serhou Guirassy et cette équipe du Sili national pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir en fin d'année. Donc effectivement, pour le moment, il est le porte-flambeau de cette équipe guinéenne. Et est-ce que ces statistiques individuelles, justement, suffiront pour faire de lui le meilleur joueur africain, comme le pense Balo, hein? Bon, dans tous les cas, il est quand même en concurrence avec, pour cette saison, en tout cas avec Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah fait de très très belles choses avec l'équipe de Liverpool depuis le début de la saison. C'est vrai qu'à un certain moment, Liverpool a connu des moments difficiles, avec l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions et la défaite en finale de la FA Cup du côté de l'Angleterre. Mais là, en ce qui concerne la Première Ligue, Mohamed Salah, qui a re-signé avec l'équipe de Liverpool, a retrouvé toutes ses sensations. Il a été formidable sur le dernier match des Reds. Et puis il y a Guirassy, du côté de Dortmund, qui fait également une magnifique saison. Le troisième larron, c'est Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain. Bon, quand le moment viendra, on en parlera. Mais j'avoue que Guirassy, il fait des choses extraordinaires. Et il a fait, je crois, il a marqué également lors du classiqueur en championnat Bundesliga face au Bayern, 2-2 je crois. Ensuite, il fait une triplée en quart de finale de la Ligue des Champions face au Barça. Mais quand vous lisez la presse internationale, mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. J'ai écouté l'interview de Samuel Eto'o-Fils la dernière fois avec Claude Leroy, qui disait qu'on ne parle pas beaucoup de Guirassy, mais parce qu'il est un Africain. Mais oui, parce qu'il est un Africain. On n'en parle pas du tout. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'était un exploit extraordinaire avec 13 buts. Il marque un triple en quart de finale face au Grand Barça. Personne n'en parle. Tout simplement parce que c'est un Africain. Imaginez Mbappé avec ce type de performance. Imaginez Yamal avec ce type de performance. On n'allait pas respirer. Mais ce que fait Guirassy en cette fin de saison est extraordinaire, le Guinéen. Bon, malheureusement, la presse, elle est ce qu'elle est. Nous, on va en faire la promotion. Bravo à lui, félicitations. Sur ces 3 dernières années, c'est l'un des meilleurs attaquants africains. L'année dernière, il a loupé le ballon d'or in extremis. Je pense que cette année, il va être un sacré client avec Mohamed Salah et Achraf Hakimi. On a Lukaku, meilleur passeur de la Série A, José Diati. Oui, c'est quand même surprenant pour un attaquant de surface qui se retrouve à la tête des meilleurs passeurs. Qui sont vraiment de très bons joueurs, c'est quand même surprenant. Et ça, c'est à saluer pour Lukaku, même si c'est un joueur, quand même que moi, il est bon, mais il n'est pas très fin dans son jeu. Donc c'est pour ça que vraiment, peut-être, je n'ai pas très l'œil sur lui. En tout cas, pour l'instant, on peut le dire, il réalise la meilleure saison de sa carrière. Oui, il a toujours réalisé des meilleures saisons quand il arrive. En première année dans un club, il réalise toujours des meilleures performances. Et puis chaque année, c'est comme du bon vin qui se bonifie. Plus il prend en âge, plus il devient encore très intéressant. Lukaku, moi je lui tire mon chapeau parce qu'avec toute cette masse-là, avoir ce talent à progresser, et il progresse chaque fois. En tout cas, bravo pour lui. Malheureusement, il joue dans une nation qui est comme la Belgique, qui ne va jamais au bout
de tout ce qu'elle fait, ben, écoutez, on peut lui souhaiter bonne chance pour ses performances personnelles. Et puis bon, pourquoi pas, Rennes repartir encore dans un autre club où il va avoir la chance de briller encore. Et puis parlons maintenant du football sud-africain. Balo, est-ce qu'on peut dire que le football sud-africain est le modèle à suivre pour les pays d'Afrique noire? Oui, c'est le modèle à suivre dans l'optique de l'organisation. Ils ont un football structuré, une bonne politique de formation, mais surtout, si vous voulez, des présidents qui sont capables, des milliardaires, des millionnaires qui sont capables d'investir dans le football. On a eu Patrice Motsepe qui est maintenant le président de la Confédération africaine de football, mais qui était le président des Mamelodi Sundowns. Donc, ce qui veut dire que ce football structuré-là, aujourd'hui, porte des fruits. Le fait que le Mamelodi et l'équipe de Orlando Pirates soient qualifiés, ça, c'est pas une surprise. Même le club de Stellenbosch, qui vient rentrer dans cette colonie, ce cercle fermé, ça prouve que du côté de l'Afrique du Sud, il y a un nivellement des valeurs, même au niveau du championnat d'Afrique du Sud. Il faut savoir que lors de la confrontation de Orlando Pirates, je crois, ici, face au stade d'Abidjan, dans la semaine qui a suivi, il faut savoir que du côté donc, du championnat sud-africain, ils ont été tenus en échec. Donc, ce qui veut dire que du niveau du championnat sud-africain, le niveau est en train de monter, mais aujourd'hui, c'est le résultat, effectivement, d'une politique de formation, mais surtout d'une volonté de mécènes d'investir massivement dans le football. Je ne sais pas si ça a été déjà réalisé par un club de l'Afrique subsaharienne de placer 3 équipes en demi-finale des 2 compétitions africaines. Pour ma mémoire, je ne sais pas. Je pense que c'est un exploit à saluer. L'Afrique du Sud est en train de contrarier un peu la domination des clubs du Nord. Et ça, c'est une très, très belle chose. Ils avaient déjà placé 3 sur les 6 clubs de l'Afrique subsaharienne qualifiés pour le tour suivant des coupes africaines. Il y a Simba de Tanzanie, Al-Ali du Soudan et Asec Mimosa de Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest. Et les Sud-Africains avaient placé 6 équipes. Et ces 6 équipes-là avaient placé 3 équipes. Et ces 3 équipes-là sont en demi-finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. C'est énorme comme exploit, c'est extraordinaire. On avait cette habitude avec l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Là, maintenant, le pouvoir s'est déplacé en Afrique du Sud. C'est un championnat professionnel avec des équipes professionnelles. Il y a beaucoup de moyens dans leur championnat. Et puis, comme je le dis souvent, c'est des hommes fortunés, des grandes fortunes qui sont à la tête de ces équipes. Mamelodi Sundowns, c'est Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. C'est une grande fortune. Le président de Orlando, c'est Uwin Koza, un ancien grand dirigeant. Grande fortune également du côté de l'Afrique du Sud. Autrement, quand il y a de l'argent qui est investi dans les clubs, ça donne ces résultats-là. C'est pour ça que je dis souvent, chez nous en Côte d'Ivoire, les grandes fortunes, malheureusement, n'investissent pas dans le club et dans le football. Et pourtant, il y a de la matière. Et pourtant, il y a un produit porteur on peut travailler de sorte à créer un écosystème magnifique pour permettre à nos équipes d'être aussi puissants que le club sud-africain. Donc, la recette est là, des riches qui investissent dans le club, un championnat professionnel, beaucoup de moyens. Ça donne cette domination-là. Bravo aux Sud-Africains. C'est vrai que depuis 1996, les Bafana n'ont pas encore remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils ont joué demi-finale chez nous l'année dernière. Mais au niveau des clubs, la domination est en train de se faire. Et c'est très bien pour l'Afrique du Sud. Dati. Bon, ce n'est pas surprenant hein, pour l'Afrique du Sud. Ben, Balo parlait des mécènes. Ce n'est pas du mécénat. Le mécénat, c'est celui qui fait quelque chose sans attendre quelque chose en retour. Donc, c'est des gens qui viennent investir. Ce ne sont pas des mécènes. Voilà. Ils attendent des choses en retour. Voilà. Et ça, nous, on a connu ça, la Côte d'Ivoire a connu ça à un moment donné avec certaines personnes, notamment les Simplis Insou, les Mondons, au niveau des sélections ici, mais on est passé à autre chose. Mais ils n'étaient pas aussi fortunés que ces grandes personnes comme les Motsepe qui sont des industriels, qui ont des mines partout, qui exploitent des mines. Mais je pense que le modèle, c'est l'argent. L'argent et la structuration. C'est-à-dire, une fois que vous avez l'argent, vous structurez le projet. Et puis, bon, ce n'est pas surprenant pour ces postes. Soit vous rentrez dans un partenariat public-privé, c'est-à-dire État, association, qui traîne vers le haut, soit vous partez sur le privé carrément, mais il faut des gens aussi structurés avec un petit regard de l'État. Moi, c'est ça. D'accord. Le dernier avis oui, moi, je pense que l'État doit accompagner les investisseurs. Parce que venir dans le sport, ce n'est pas moins de 100, 200, 500 millions. Maintenant, si l'État n'accompagne pas pour que ces gens-là payent moins les impôts, c'est normal qu'ils ne viennent pas dans le sport. En Afrique du Sud, les impôts
Les gars diminuent les impôts dans les pays maghrébins, les gars diminuent les impôts. Mais ici, quand les gars viennent investir dans le sport, qu'est-ce qu'on lui propose derrière? Est-ce qu'on lui propose une allégeance au niveau des impôts? Est-ce qu'on lui donne une part? Est-ce qu'on favorise les investissements? Il y a toute cette question-là derrière. C'est normal que les autres pays, l'Afrique du Sud essaie de dominer aujourd'hui le football, on peut dire, subsaharienne. Mais qu'est-ce que nous on fait derrière? Il faut que l'État aussi essaie d'accompagner nos clubs. J'ai une réponse pour Yonsia. Pour terminer, c'est vrai que c'est pas... Comme ce n'est pas fait de façon très efficace, avec des grands moyens, on ne le sent pas, mais il y a quand même un accompagnement de l'État. Je connais dans la loi du Trésor ou des impôts, je ne sais pas quoi, le plafonnement des structures par rapport au club, c'est 200 millions de francs CFA. C'est le plafond déductible à 100% des impôts. Mais c'est 200 millions. Mais 200 millions de francs CFA, c'est absolument rien du tout. C'est rien. C'est absolument rien du tout, ça ne peut absolument rien faire. L'année dernière, le budget de l'USM Alger, en Algérie, c'est 17 milliards de francs CFA. 17 milliards de francs CFA. Le budget de Mamelé Sandon, on doit être certainement autour de 20 milliards de francs CFA. À ce prix-là, à ce rythme-là, on bâtit des grands clubs. Oui. Et ça nous manque. Donc, je pense que si l'État entend ça, bon, qu'on peut inciter un peu plus davantage les structures privées à investir dans le club, mais vraiment 200 millions de francs CFA, on peut absolument rien faire. Et puis juste d'accord, messieurs. Oui, Balo, oui. Oui, juste dire qu'en réalité, des gens comme Patrice Motsepe n'ont pas d'intérêt financier, ils sont déjà milliardaires, mais s'ils investissent, c'est à la base parce qu'il y a une certaine passion aussi du football. C'est-à-dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des gens qui aiment le football et qui souhaitent vraiment accompagner ce sport. Ça, c'est la question qui reste posée pour moi. Nous sommes toujours en direct sur la 3, bien sûr, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous suivez votre émission La Grande Team. La Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Il est l'heure de l'actu. On y va. On ouvre le téléphone amoureux du sport, bien sûr, pour vous permettre de participer à l'émission. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous n'arrivez pas à nous joindre au bout du fil, ce n'est pas bien grave. Vous avez toujours la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous écrire et bien sûr, je lirai vos messages. Football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? La sélection ivoirienne des U17 s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie et tentera de décrocher la médaille de bronze de la CAN ce vendredi face au Burkina Faso. Ce parcours des éléphantaux au Maroc montre-t-il la qualité de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire? On ouvre le débat, bien sûr, après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Et la question est donc posée, football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Avant de vous entendre sur le plateau, nous avons déjà un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Christine Bédré, bonsoir ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, je salue tout le plateau de la Grande Team. D'accord. Bonsoir. Et on vous écoute. Football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Christine. Oui, monsieur Diomandé. Tout d'abord, je dis bravo aux enfants U17 qui ont montré vraiment un grand football au Maroc. Et je dis bravo à l'entraîneur qui est un entraîneur de vision et qui est un entraîneur vraiment qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Donc je dis oui. Et pour la qualité du football de U17 au Maroc, montre que la formation des jeunes prend de l'ampleur et vraiment nous fait mûrir d'espoir. Parce que vraiment une équipe en espace de quelques mois qui fournit un football comme ça sur un terrain vert au Maroc pendant une compétition internationale, je dis bravo aux jeunes. Et vraiment pour mieux encore encadrer la jeunesse, et il faut vraiment se focaliser sur les jeux WASU. Les jeux WASU vraiment forment des jeux talents du football. Parce qu'on en a vu autant de Thierry Joël, de Issif et de Omar Ben Salah, vraiment, ça c'est des enfants mûris de l'OASU. Donc je dis à la fédération de penser à l'OASU, de bien organiser l'OASU et puis de tirer des trésors du football à travers ces communautés OASU-là. D'accord. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. En Coupe du Monde, on va montrer un vrai football encore qui n'a rien à voir avec le Maroc là. D'accord. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Djamandé Madou. Merci beaucoup, M. Djamandé Madou, qui nous appelait donc de Sipilou. Football ivoirien, le parcours des éléphants montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou nous écrire. Messieurs, à vos panneaux, s'il vous plaît. Un oui ou un non? C'est donc un oui pour tout le monde sur ce plateau, à l'exception de Ballot, qui nous donne un non. Football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Ballot, pourquoi ce nom? Non, non, parce que pour moi déjà, qu'est-ce que ce parcours des éléphantaux a montré? C'est plus des qualités, de grandes qualités individuelles de jeunes hommes. Ça a démontré qu'il y a des joueurs qui ont des qualités, de grandes qualités intrinsèques. Ce qui signifie qu'il y a un grand vivier de talent en Côte d'Ivoire. Maintenant, je dirais que ça a montré déjà qu'on a beaucoup de talent et ça a montré une qualité de formation à minima. Pourquoi je dis qualité de formation à minima? Bien sûr que ces jeunes, avant d'atteindre ces catégories de jeunes, ont sans doute bénéficié d'une formation, mais généralement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une véritable et très bonne politique de formation. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore de championnat de jeunes, de catégorie U16, U17, etc., etc. Ça, c'est un. De deux, est-ce que les clubs ivoiriens arrivent à asseoir leur hégémonie ou bien leur montée en puissance dans le championnat sur une véritable politique de formation? Non, à l'exception de quoi? De deux clubs qui sont la SEC Mimosa et voir le Racing Club d'Abidjan qui est en train petit à petit de monter sur cette politique de formation de jeunes. Mais globalement, quand on regarde la cartographie du football ivoirien, le fonctionnement du football ivoirien, force est de constater qu'il n'y a pas encore de véritable politique de jeunes impulsée non seulement par les championnats, par les clubs et par, si vous voulez, l'écosystème du football ivoirien. Raison pour laquelle que moi, j'estime que véritablement, ça ne montre pas la qualité de formation, mais ça démontre toujours que la Côte d'Ivoire est un pays avec un grand vivier de footballeurs. Très bien, nous avons un appelant, M. Yesso, il nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Yesso. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande. Les intervenants du plateau. Bonsoir. Bienvenue, monsieur Yesso. Écoutez, moi, j'appelle ce soir d'abord pour féliciter les U17, parce qu'il y a un travail qui reste encore à faire. Mais pour l'instant, déjà, le pas qu'ils ont mis, ils ont fait un très, très bon travail. Je félicite l'entraîneur. Il faut encore une bonne formation. Et comme le précédent venait de dire, les OASU, il ne faudrait pas qu'on en oublie. Parce qu'avant, on avait plein de joueurs qui sortaient de l'OASU, comme il a si bien dit dans les écoles, les interclasses. Donc, il faut encore qu'on y pense pour doubler encore plus d'efforts, pour en sortir encore plus de joueurs. Joueurs qui sont encore plus jeunes, mais ils ont beaucoup de talent. Donc, il faut beaucoup les former et pour l'avenir des joueurs de la classe A encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Maintenant, M. Yesso, avant de vous laisser, s'il vous plaît, moi, je vais vous reposer la question et puis avoir une réponse bien précise. Le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Non? C'est un non? Si. C'est un oui? D'accord. Okay. Merci beaucoup, M. Yesso. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Je vous redonne la question LGT à vous tous, amoureux du sport football ivoirien. Le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. D'ailleurs, je me tourne tout de suite sur la page Facebook de la 3. Nous avons Apes Kwame qui nous dit « Il faut reconnaître le mérite de quelques centres de formation qui font du bon boulot, mais qui malheureusement sont très mal récompensés dans ce pays. Quand ça marche en équipe nationale, on pense à la fédération et à l'encadrement technique. Aucun clin d'œil aux clubs formateurs qui prennent une partie de leur budget pour former. Une injustice à vite corriger. » Et nous avons Mohamed Koroma qui nous dit bonsoir à la grande team, bonsoir à vous. Le parcours impressionnant des éléphantaux de Côte d'Ivoire met en lumière la qualité de la formation de nos jeunes talents. Il convient de saluer le travail remarquable réalisé par les centres de formation et ce, malgré l'absence d'un véritable championnat national dédié à la jeunesse. Il est plus que jamais urgent d'organiser un championnat des jeunes sur l'ensemble du territoire national pour structurer davantage notre football et permettre à nos pépites de mieux s'exprimer. Football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? On écoute les arguments de Coach Alain.
Ben oui, j'ai dit oui parce qu'il y a de très bons formateurs ici en Côte d'Ivoire, malgré les difficultés qu'ils ont, surtout les infrastructures, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'accompagnement au niveau de la fédération, ni au niveau du ministère. On prend des gamins depuis 8 ans qu'on forme dans le sable, dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, tout ce qu'on remarque, c'est que quand ces jeunes-là arrivent en équipe nationale, automatiquement, comme l'a dit l'appelant tout à l'heure, aucun clin d'œil à ceux qui les ont formés. Vraiment, c'est dommage. On n'a jamais organisé un championnat des centres de formation où, après ce championnat, on a attribué le champion de tous ces centres de formation. Première des choses. Deuxième des choses, il n'y a pas de championnat des cadets, comme Balo l'a dit, pas de championnat des juniors, ni rien. Mais ce qu'il faut faire d'abord, il faut d'abord essayer de réorganiser d'abord des centres. C'est vrai, ils font la très bonne formation, mais quelque part, ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés, donc ils travaillent avec les moyens de bord. Aujourd'hui, ces formateurs, il y en a beaucoup, mais malheureusement, il n'y a pas de stage de recyclage. Il n'y a pas de reconnaissance de tout le travail qu'ils font. Et puis, les centres même ne profitent de rien. Seulement, et après la carrière de certains joueurs, peu sont reconnaissants. Donc, ça fait que beaucoup de personnes sont en train d'abandonner parce qu'ils ont tout mis dans la formation et aujourd'hui, ils n'ont rien gagné en retour. Sinon, au niveau de la formation, il y a de la qualité. Sur l'étendue du territoire ivoirien, il y a vraiment des formateurs. Mais est-ce que le travail qu'ils font, est-ce que ce boulot est reconnu? Voilà la grande question. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Kanga. Il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kanga. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci. Je vous repose la question. D'accord, vous Oui. saluez tout le monde. Je vous repose la question. Football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? M. Kanga. Oui. Oui, moi j'ai dit oui parce que nous avons beaucoup de centres de formation. Bon, je pense que ces centres-là remplacent valablement le groupe Ouassu, donc qu'on parle tout le temps. Donc je pense que si les centres ils font beaucoup de boulot, on peut sortir des grands joueurs, des artistes même. Je pense que ça peut arranger la Côte d'Ivoire. Et ça se voit déjà. Donc les enfants, oui, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont vraiment prouvé au monde entier qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est là, je félicite tout le monde. Aussi les cadres qui sont à la table. Et je vous encourage et je vous remercie. Et vous aussi, madame, continuez votre émission. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Monsieur Kanga qui nous appelait de Yamoussoukro et merci de nous suivre depuis Yamoussoukro. Voilà, football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? On poursuit notre tour de table et c'est maintenant les arguments de Roger Stéphane. Mais j'ai dit oui tout simplement parce que d'ailleurs, il ne faut pas croire que la formation, elle a commencé maintenant. Depuis toujours, il y a eu la formation. Les gens doivent savoir qu'avant, la SEC, le Stade, l'Africa avaient des centres de formation des équipes de jeunes au sein de leur club. Ouais. Ça a toujours existé. Seulement que la révolution en termes d'organisation est venue dans les années 90 avec la SEC Moussa. La formation a toujours existé. Sur les derniers événements, vous vous rendez compte que certains de nos centres de formation qui sont des références sont régulièrement invités à des tournois internationaux. L'Académie de la SEC, le RCA, le FC San Pedro, Ivoire Academy, EFIM, Volcan Junior sont des références et certains de ces centres-là sont très souvent sur des tournois internationaux. Ça voudrait dire la confiance qu'on place à nos clubs et à nos formations. C'est vrai qu'on a connu une période de disette qui fait que depuis de nombreuses années, aussi bien au niveau des U15, U17, U20 ou autres, on n'est pas très présent dans les grandes compétitions internationales ou qu'on ne les gagne pas, c'est vrai. Mais depuis un certain temps, avec un minimum d'efforts et d'organisation, les effets sont en train de payer. Et sur ce qu'on vient de voir avec nos jeunes cadets, d'abord, on a terminé deuxième de l'Afrique de l'Ouest. C'était au tournoi de l'UFOAB derrière le Burkina Faso. Là, l'Afrique de l'Ouest a placé 3 équipes en demi-finale. Ça veut dire que le niveau de l'Afrique de l'Ouest est bon. Là où on a été deuxième et on fait partie des 4 meilleurs sur le continent. Quand on met tous ensemble, oui, il y a de la qualité. Et quand vous regardez
les prestations, la belle prestation, le très beau parcours de nos garçons U17 à cette compétition, on se rend bien compte qu'il y a de la qualité. Parce que tous ces garçons qu'on a vus là, ils sont tous dans les clubs locaux, dans les centres locaux. Il a juste fallu les réorganiser, mettre un peu de moyens, permettre des stages régulièrement, et puis le résultat est là. Donc, il y a du travail. L'exemple typique, c'est le petit Aïdara. Le petit Aïdara qui a mis autant de buts, qui a fait un gros match hier, qui malheureusement n'a pas réussi à nous qualifier. Il est sort du centre de formation de Mayence, qui appartient à Aristide Bansé. Aristide Bansé, je voulais le saluer au passage, parce que lui au moins, si certains internationaux, anciens joueurs, avaient fait comme Aristide Bansé, ils auraient permis d'avoir beaucoup de Dirasouba dans nos équipes et un peu plus tard pour les éléphants. Bravo Aristide Bansé. Donc oui, la qualité de la formation en Côte d'Ivoire est d'un très bon niveau. Malheureusement, on n'a pas encore organisé tout ça très bien. Mais quand ça va se faire, parce que je parlerai tout à l'heure, il y a un projet fédéral dans ce sens-là, quand ça va se faire, on va avoir des résultats plus probants. Mais il ne faut pas se le cacher, la qualité la formation a été toute faite en Côte d'Ivoire. La SEC a fait la révolution dans les années 90, depuis les autres suivent, et il y a des très bons joueurs qui en sortent. Je donnerai les exemples tout à l'heure de beaucoup de joueurs sortis de la formation et qui ont fait les beaux jours des éléphants de Côte d'Ivoire. Je vous réponds encore oui, la qualité de la formation est très bonne dans notre pays. D'accord. En attendant vos exemples, Roger Stéphane, prenons l'appelant. Monsieur Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Roger Stéphane. Voilà. Et on vous écoute, Monsieur Fofana Média. Le parcours des éléphantos montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Oui. D'accord. Oui, la qualité, là, vraiment... Les enfants méritent de leur donner beaucoup de fleurs. Parce que c'est nous qui ballons qu'ils ont produit là. Vraiment, on était satisfait par leurs prestations un peu. Mais c'est que moi j'ai déploré un peu. Et je tiens à dire à notre dirigeant de football, ils n'ont qu'à faire plus attention à ces enfants-là. Faut pas, ils vont se perdre. Parce que c'est comme ça ils font et après on ne les voit plus. C'est pour aller chercher de leur nationalité ailleurs. Et puis après, ils vont nous faire pleurer un jour. On a vu face à Mali ici la dernière fois, car le peuple a marqué le but là. On dit que c'est un Ivoirien qui nous a marqué le but. Et puis ça a fallu créer des polémiques même. Dieu merci. Et on s'en sortit. Donc vraiment, ce que moi je veux dire, Dieu merci, les enfants là ils jouent bien, mais ils n'ont qu'à les suivre de près. On n'a qu'à organiser les championnats ivoiriens et les enfants des cadets là. Ils n'ont qu'à organiser, ils n'ont qu'à faire tout possible. Et quand on organise, on suit les enfants là de près. Tel que notre meilleur buteur là. Le petit là, il est très bon. Il est très bien. Et ce dernier là, il peut jouer à équipe A aujourd'hui. C'est quelqu'un qui joue bien. Donc vraiment, l'âge de 17, aujourd'hui, je sais qu'il peut jouer en équipe nationale. Il a sa place là-bas. Donc je ne dis pas à l'entraîneur de l'appeler immédiatement aujourd'hui, mais il n'a pas le suivi de près. D'accord, M. Fofana Média. Voilà, bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup, M. Fofana Média, qui nous appelait donc de Boaké. Le dernier intervenant pour ce tour de table concernant ces arguments, c'est José Diati. Oui, Marie-Christine, j'étais un peu partagé entre le oui et le non. Finalement, vous avez donné un oui? J'ai donné un oui pour deux raisons. D'accord. D'abord, parce que pour le respect que je dois au travail des formateurs. Voilà. Pour le respect que je dois au travail des formateurs comme les Alain Yossoa, tout ça, pour leur respect, j'ai donné le oui. Deuxièmement, je donne le oui pour les efforts que fait en ce moment la fédération pour essayer d'amener quand même chez le football des jeunes au haut niveau. Sinon, la Côte d'Ivoire a connu 3 phases. Nous sommes pratiquement dans la 3e phase. La première phase, c'est la formation, elle existe depuis. Il y a des précurseurs, le Stella, le Stade, l'Africa. C'est ça. Voilà les 3 grands corps. C'est-à-dire que ces jeunes même jouaient à lever des rideaux pour les grands matchs. Voilà. C'est-à-dire que c'était impensable, jusqu'aux années 80, d'avoir une sélection qui vient jouer le championnat national et ne pas avoir des petits dans la formation. Donc la formation était là, c'était bien géré, et c'est de là même qu'était puisé tout le vivier qui allait participer au mondial, notamment Didier Benjamin, qui ont joué le mondial, tout ça. Ensuite, à partir de 90, il y a eu la disette. Voilà. À partir de 90, il y a eu la disette. Moi, je me souviens, j'étais journaliste.
il n'y a aucune organisation. On allait même chercher les joueurs devant les maisons pour les amener jouer. C'est-à-dire aucune préparation jusqu'à ce que la SEC arrive avec un projet et qui réorganise tout. Mais tout le monde aujourd'hui, ça c'est la dernière phase, mais tout le monde aujourd'hui n'a pas pris le rythme de la SEC. On parle aujourd'hui des centres de formation. Moi, je parle plus des centres de formation en tant que tel, il n'y en a pas assez en Côte d'Ivoire. Moi, je parle plus des centres d'animation. Voilà. Il y a beaucoup plus de centres d'animation que de centres de formation. Voilà. Parce que les centres de formation, vous voyez la SEC, moi je suis allé à Dakar, vous voyez Diamba, Génération Foot. Vous voyez Génération Foot, vous voyez comment on appelle le Sacré-Cœur de Dakar, c'est eux qui constituent le statut des U20, des U17 aujourd'hui. Tous ces joueurs qu'on a. C'est ça le centre de formation. Et pour le faire, il faut un accompagnement de tout le monde. Il faut une structuration de tout le monde. Au niveau fédéral, au niveau de l'État, il faut une structuration pour que... C'est vrai, la fédération est là. La fédération ne peut pas tout faire. Il y a des associations qui sont là, qui sont privées, qui doivent aller aussi chercher. Pour se former. On parle de centres de formation, mais ce n'est pas uniquement que pour jouer au foot. Non. On forme des enfants pour demain. Vous allez... Moi, je suis allé à Génération Foot, je suis allé à Diamba. Il y a des joueurs pétris de talent, mais qui n'ont pas pu exploser. Mais que le centre a récupéré, qui sont devenus des comptables. Qui sont dans le centre, ils peuvent travailler, mais ils travaillent qu'on a formé. Donc, il faut innover, il faut créer. Vous prenez Génération Foot. Oui. Voilà. Le président de Génération Foot, il a dit, moi j'ai le vivier, j'ai le produit fini. J'ai le produit, mais je n'ai pas encore fini. Il est allé chercher Metz. Il dit, bon, écoutez, je vais me mettre en partenariat avec vous. Vous venez, vous construisez tout. Vous envoyez les techniciens, vous envoyez tout. C'est-à-dire que c'est vous qui faites tout. Moi, j'ai les pépites qui sont avec moi. D'accord. Vous les prenez, on forme le centre, les enfants jouent. Quand ils sont transférés chez vous, je prends aucun sou. Quand ils sont transférés, je prends un sou. Mais à partir du moment où ils quittent maintenant chez vous pour être transférés quelque part d'autre, en ce moment-là, je peux avoir. Mais ce sont des projets structurels. Vous prenez Diamba, l'État intervient. D'accord. Une seconde, José Diati. Nous avons un appelant, M. Elias Douemba, qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Elias Douemba. Bonsoir, Marie-Christine Bégré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà, on vous écoute. Football ivoirien, le parcours des éléphants montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Monsieur Elias. Ok. Je salue le plateau. Bonsoir, monsieur. Et, bon, et pour votre question, oui. Moi, je réponds oui. Hein. Je réponds oui parce que les éléphantos de cette année, s'ils n'avaient pas été bien formés, je ne pense pas qu'on puisse avoir les résultats que nous avons eus. Et il faut aussi reconnaître que ce pays est un pays de référence en matière de formation. Parce que quand tu es hors du pays et puis tu échanges avec certaines personnes, voilà, ils ne le cachent pas, hein, que vraiment la Côte d'Ivoire, il y a des vrais techniciens, il y a des bons formateurs en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, comme certains consultants l'ont dit là-bas, ces joueurs ont besoin d'accompagnement après la formation. Il n'y a pas aussi assez de compétition, voilà, pour les maintenir en jambes. Voilà, il va falloir vraiment créer ces compétitions. Bon, quand je prends un pays comme le Burkina, depuis un moment, il y a des championnats des jeunes, hein. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs aussi, même si ce n'est pas suffisant, en tout cas, ils essayent de faire. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ces moyens qui manquent à la Côte d'Ivoire pour le faire. Voilà, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, vous voyez le jeune de Jacquesville, le petit d'Aristide Brancé. Voilà, ils sont pleins comme ça, en Côte d'Ivoire, voilà, mais ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans les différentes compétitions. Sinon, voilà, à ce niveau seulement, moi je suis d'accord avec la question que vous avez posée. Merci beaucoup, Monsieur Elias Douemba. Merci beaucoup. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Bonne suite de programme à vous aussi sur les antennes de la 3G. Si vous avez terminé. Non, je termine pour dire... Terminez rapidement, il faut des projets structurants
où l'État intervient, la fédération intervient, les associations sportives interviennent. Je termine pour dire, vous prenez Diamba, les 16 hectares ont été attribués, c'est l'État qui a donné les 16 hectares à ceux qui voulaient investir dans le football. Aujourd'hui, on voit, les Ganagas, ils sont quittés de là-bas. Aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est tout un ensemble. Il ne faut pas qu'on dise non, c'est la fédération qui doit faire ça. C'est tout un ensemble. L'État, la fédération et les associations sportives. C'est bien noté. Voilà. Oui, coach Alain. Écoutez, moi, j'ai passé 2 années au Mali. Tous les anciens internationaux maliens sont en train de créer des académies. Bravo. Et je vous dis que la pépite que vous voyez aujourd'hui en sélection U17, U15, U14, que vous voyez, qui sont qualifiés pour la finale, mais c'est des enfants que j'ai trouvés là-bas. Ils sont dans les centres là-bas, de tous les anciens internationaux qui ont investi. Comme il a dit, l'État a donné des hectares, mais à vous de les développer. Mais ici, on a un problème pour avoir d'abord des hectares, l'espace. On a de la qualité, mais on n'a pas d'espace. On n'est pas accompagné. Ça, c'est de 1. De 2, le formateur, il a besoin d'être recyclé. Parce que le football, ça va vite. Oui. D'accord. La formation va aussi vite. On tire le chapeau à certaines personnes, mais il y a du chemin à faire. Très bien. Et puis, les techniciens du football ivoirien, justement, ont bien voulu nous donner également leur avis sur le sujet de ce soir. On les écoute. Je dirais peut-être une prestation un peu mitigée. Et nous ont laissé un peu sur notre fin, mais cela ne va pas un peu. Ça nous a permis de voir un peu les différentes qualités des enfants. Ça veut dire qu'au niveau de la formation, les choses sont plus ou moins respectées. On a vu quand même des enfants qui avaient vraiment un très bon niveau. Très bon niveau, ça on ne va pas le cacher. Justement, au regard du parcours de l'équipe à la CAN, est-ce que le mérite revient essentiellement au sélectionneur Bassiriki et son staff? Écoutez, moi je voulais féliciter Bassiriki. Il a fait un très bon travail. Il est à la tête de la sélection depuis 2 ans. 2 ans, il a fait 3 tournois. Tournoi de Montaigu. Je crois qu'il a terminé 2 tournois à Montaigu, 3e. Ensuite, il a terminé 2e au tournoi l'UFOA B. Et c'était sa grande compétition continentale. Cette compétition de U17, il est en demi-finale. Bon, on attend le match de classement pour voir à quelle position on va terminer véritablement. Depuis 2 ans, il est là, le résultat est là. Il a dit lui-même, j'étais à la tête d'un processus. L'objectif est là. C'était cette qualification pour la Coupe du Monde. Et cette campagne, c'était très bien. Bravo à Bassiriki. Mais Bassiriki n'est que la suite, comme je le disais, d'un processus. Parce que sur la formation en Côte d'Ivoire, vous avez un joueur comme Yaya Touré. C'est un pur produit de la formation en Côte d'Ivoire. C'est peut-être le meilleur exemple. Il est peut-être le meilleur footballeur ivoirien de tous les temps. Je ne me fais pas une injure à Pokou, à Boulay, à Drouba, mais je pense à Yaya Touré. Yaya Touré, au milieu de terrain, en Afrique, vous n'avez pas son 2. Donc lui, il est un pur produit. Sur cette formation, on a une génération formidable de 2004 à 2015 qui nous a permis de jouer 3 fois le final de Coupe du Monde avec les Okura, les Gervino, les Eboué. C'était la formation. Si vous prenez la dernière campagne des éléphants en Côte d'Ivoire avec la CAN, 13 des 27 sélectionnés sont formés au plan local, 43% de l'effectif. Donc vous avez les séries Jean-Michel, les Konaté, Karim, les Diakité, Oma et autres. Tout ça, fruit de la formation en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire clairement que la formation en Côte d'Ivoire est de très bonne qualité, évidemment avec des techniciens comme Bassiriki, l'actuel entraîneur de U17, et ça c'est très bien. Maintenant pour le reste, il faut une certaine organisation. Il y a un projet de la fédération qui est en cours avec le DTN, avec des conseillers régionaux qui vont recenser tout ça, qui vont faire du travail dans les régions pour réorganiser ça. Et ça va donner, à mon avis, un peu plus tard, un résultat un peu plus probant que ce à quoi on assiste maintenant. En tout cas, pour revenir à Bassiriki, justement, nos envoyés spéciaux au Maroc, Jean-Sylvain Esso et Frédéric Idia, ont pu recueillir les réactions du sélectionneur, des joueurs et des dirigeants ivoiriens après la demi-finale face aux Lionceaux de l'Atlas. On regarde. Nous avons vu 2 très belles équipes. Un match digne d'une finale. Et tout en gardant l'esprit fair play, il n'y a pas eu de vilains gestes. Ça s'est joué dans un cadre assez convivial, sérieux, malgré l'enjeu et tout ce qui entourait ce match. Je pense que les différents acteurs sont à féliciter. Ils ont produit un beau spectacle, ils ont produit un beau football avec des actions, des occasions. Et c'est ce qu'on aime voir sur les terrains de foot. Beaucoup de déceptions
parce qu'on n'a pas voulu s'arrêter là. Mais Dieu a décidé autrement. Mais nous sommes fiers aussi de notre parcours. Et je crois que cela va nous forger. Pourquoi pas revenir plus fort dans les prochaines années. On a des regrets, puisque on voyait cette coupe dans la même main, ça n'a pas marché, c'est Dieu qui a voulu. On va aller retravailler et puis, si Dieu le veut, prochaine compétition, ça va aller. Une campagne où les objectifs ont été atteints, malheureusement on n'a pas eu la réussite en demi-finale contre le pays organisateur, on a des regrets. On ne dira jamais assez que dans le football, quand on a les occasions, il faut marquer. Et on se rappelle aussi que ce sont des moins de 17 ans, ce sont des jeunes. Voilà, donc ils vont apprendre et puis j'espère qu'ils vont repartir un peu plus conquérants pendant la Coupe du Monde. J'ai de la peine parce que je pense que cette équipe avait de la qualité. Cette équipe avait le potentiel d'aller plus loin. D'ailleurs, dans le match, si vous regardez, je suis encore plus de peine parce que j'étais en train de regarder les actions. Mais on a eu 3 occasions nettes de but, 3 occasions indiscutables qu'on n'a pas su concrétiser dans le jeu. Eux, ils en ont eu, je crois, juste une seule. Donc si on s'appuie sur le match en lui-même, on aurait dû le tuer et puis passer. Après, on va au tir au but, mais le tir au but, c'est la loterie. C'est la loterie, mais en plus, là, notre gardien nous ramène 2 fois dans le jeu et on n'arrive pas à concrétiser. Bon, la conclusion, c'est qu'on n'était pas à la hauteur, que les Marocains méritaient de gagner cette demi-finale. À la hauteur, Commentaire. Oui, mais écoutez, moi, je pense que tout de suite, quand les chefs de délégation, quand d'autres disent l'objectif a été atteint, pour moi, ce n'est pas le discours qu'il fallait dire. C'est vrai, les enfants ont montré plus que ce qu'on attendait d'eux. Voilà, ça c'est la première des choses. Ils sont allés au-delà des attentes des Ivoiriens. Parce que quand ils partaient, moi je suis sûr que beaucoup d'Ivoiriens ne comptaient pas sur cette équipe. Ils partaient sur la pointe des pieds. Ils ont fait un excellent parcours. Bravo surtout à ma promo, Bassiriki, qui montre que la Côte d'Ivoire, on a des très bons formateurs et on a des très bons entraîneurs. Pourquoi ne pas faire confiance? D'accord. Les éléphantaux U17 affronteront donc le Burkina Faso pour le match de classement. La question LGT, football ivoirien, le parcours des éléphantaux montre-t-il la qualité de la formation des jeunes? Nous avons l'avis du public sportif ivoirien. Moi, je pense que la formation n'est pas adéquate. Voilà, parce que quand tu regardes contrairement en Europe, vraiment, vous voyez des machines, si je peux le dire comme ça, voilà, qui forment des joueurs. Mais ici, nous n'avons pas tout ça. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément la faute aux joueurs. Il faut surtout mettre l'accent sur la formation. Voilà. Parce que quand on voit le match de la Côte d'Ivoire contre le Maroc, ils ont fait en tout cas de leur mieux avec les moyens de bord. Mais la formation n'est pas adéquate. Non, la formation est bonne. Puisqu'ils sont ça défendus, ils ont joué. Et qu'arrivé ce niveau-là, c'est que c'était bien, ça va un peu. Ils vont aller loin. Ils ont un bon niveau. Ça peut aller. La qualité, elle était bonne et que ce qu'il faut revoir est que l'entraîneur doit essayer de demander aux joueurs de jouer en équipe. Parce que hier, quand on a suivi le match, on a remarqué qu'ils étaient un peu séparés. Voilà. Chacun essayait de marquer. Au lieu de faire la passe, chacun voulait marquer et que ce n'était pas aussi bien. Mais Dieu a fait qu'on est éliminé. Mais on peut utiliser ça pour encore améliorer. Voilà, essayer d'apporter encore plus et se donner. Oui, effectivement, ils sont à la hauteur. Bon, malheureusement, c'est la chance qu'ils n'ont pas eu pour se qualifier en finale. Mais je crois bien que pour le prochain tour de la Coupe du Monde, bon, on espère bien qu'il faille encore plus mieux que ça. Bien vrai qu'il y a les bonnes mains, bon, il y a aussi des petites failles que l'entraîneur doit revoir au niveau des joueurs. Mais en tout cas, le niveau n'est pas mal du tout. On en espère bien et puis bon, on croit en eux qu'ils peuvent y arriver à la Coupe du Monde. Voilà, en tout cas, bonne chance à nos éléphantaux U17 pour le match de classement. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Josy Diati, merci. Merci, Marie-Christine. Merci, coach Alain. Merci, Marie-Christine. Merci, Roger Stéphane. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30, toujours en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.